Salut à tous. On le sait tous, la police américaine est raciste et ses préjugés la conduisent à assassiner des Afro-Américains innocents et désarmés. Des mouvements citoyens, comme Black Lives Matter, dénoncent cet état de fait. Et si des militants qui se disent antiracistes le disent, c'est que ça doit être vrai. Mais êtes-vous vraiment sûr que la police américaine commet des crimes racistes, ou bien le croyez-vous parce que tout le monde le répète comme une vérité révélée? Eh bien personnellement, pour en avoir le cœur net, je me suis penché sur les chiffres des violences policières aux États-Unis. J'ai pris ceux compilés par le Huffington Post de janvier 2015 à novembre 2016, soit 1800 morts sur 23 mois. Le Huffington Post, c'est l'équivalent de l'IB aux États-Unis. Sur les 1800 morts, 452 sont des blacks, soit 25%. Déjà, je m'attendais à beaucoup plus de blacks tués proportionnellement. Les Afro-Américains représentent 12% de la population, mais ils représentent 25% des pauvres, et les personnes qui ont plus de problèmes avec la police, ce sont les pauvres. Donc, cette surreprésentation modérée n'est pas forcément surprenante. Ensuite, j'ai classé les États selon le nombre de morts par habitant, toutes ethnies confondues, pour voir si dans certains États, la police est plus violente que dans d'autres. Et sur la période, le nombre varie de 1 à 6. De 1 pour 600 000 habitants à New York, jusqu'à 1 pour 80 ou 70 000 habitants pour des États comme l'Arizona. Puis, j'ai comptabilisé le nombre d'Afro-Américains tués par État. Et là, j'ai été très surpris. Je m'attendais à ce que les États les plus violents et où il y a le plus de blacks tués soient les mêmes, et surtout, je pensais qu'il s'agirait des États du vieux Sud esclavagistes puis ségrégationnistes. Eh bien en fait, ce n'est pas forcément le cas. Prenons quelques exemples. L'Arizona, État républicain, pro-armes, l'un des États les plus violents. Les Afro-Américains y représentent 4% de la population et 3,6% des personnes tuées par la police. L'Arkansas, État républicain du vieux Sud esclavagiste, pro-armes, pourtant très moyennement violent, 15% de blacks dans la population, aucun mort. New Jersey, qui est un peu la grande banlieue de New York, moyennement violent, État démocrate, contrôle des armes strict. Les blacks représentent 14% de la population, mais 40% des morts. Californie, État démocrate, très progressiste, contrôle des armes strict. Les blacks sont 6% de la population, mais 40% des morts. Illinois, État démocrate, contrôle des armes strict. Les blacks sont 15% de la population, mais 60% des tués par la police. Encore deux exemples. Alabama, État républicain, vieux sud esclavagiste, très violent, pro-armes. Les blacks sont 26% de la population et 32% des morts. La différence n'est probablement pas significative. Wyoming, État républicain, pro-armes, ultra-violent, quasiment pas d'Afro-Américains, pas de blacks tués. Conclusion, il n'y a pas forcément de corrélation entre population noire et tiers mortel de la police, ni entre violence et contrôle des armes, ou encore entre violence et couleur politique. Pas mal de nos stéréotypes prennent l'eau. Les flics du vieux sud, qu'on imagine facilement être des rednecks, de gros beaufs racistes adeptes des gros guns et du on tire d'abord, on discute ensuite, ne sont pas responsables d'une surmortalité chez les Afro-Américains, et ce, alors même que ces États concentrent une importante population noire et pauvre. De quoi faire douter de la vision d'une police adepte du meurtre raciste. De plus, il faut dire quelques mots sur le contexte de tous ces morts. Sur les 452 blacks tués pendant ces 23 mois, seulement 54 n'avaient pas d'armes et 259 avaient une arme à feu. Les autres avaient soit une arme blanche, soit foncé en voiture. Ceux qu'on pourrait réellement considérer comme des victimes de bavure, des innocents désarmés, sont en fait entre 20 et 30 par an. Et encore, toute personne désarmée n'est pas forcément pacifique. Ces chiffres m'ont surpris. Ils m'ont même tellement surpris qu'à l'époque, quand j'ai fait les calculs, en novembre 2016, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo dessus. Ils vont tellement à l'encontre des croyances populaires comme quoi la police américaine commettrait des crimes racistes que j'ai préféré ne rien faire. Très clairement, je me suis censuré. Et puis, récemment, je suis tombé sur une étude réalisée par un professeur de Harvard portant sur la question des violences policières aux États-Unis selon la race des citoyens concernés. Lui a utilisé des données de la police allant de 1996 à 2011, regroupant les données de millions d'interactions police-citoyen avec des informations très précises comme la race du citoyen et du policier incriminé, le type d'arme utilisée, le niveau de violence, l'âge des protagonistes, leur niveau social, etc. Fryer a créé des formules qui permettent de prendre en compte ces nombreux critères, et au final, ces calculs permettent de comparer globalement les interactions entre police et personnes de races différentes, toutes choses égales par ailleurs. Il a fait des tests statistiques bien plus complexes que moi, et devinez quoi, il arrive à la même conclusion. Il n'y a pas de surmortalité des blacks lors des interventions policières. Et lui aussi a été très surpris par ses propres résultats. Et ce chercheur, malgré ses résultats, ce n'est pas un membre du Ku Klux Klan. Roland Fryer, c'est son nom, est afro-américain. Je vous propose maintenant de survoler son étude, et je dis survoler parce qu'elle contient 50 pages de commentaires, d'analyses et de méthodes, et autant d'annexes. Tout d'abord, il s'est intéressé à l'utilisation de la force par la police lors des interpellations. Les chiffres de Fryer montrent qu'il y a un usage plus important de la petite violence, mise à terre, plaquage contre un mur, etc., pour neutraliser les suspects noirs ou hispaniques quand le policier est blanc,
ce qu'on ne retrouve pas avec des officiers noirs face à un suspect blanc, ce qui pourrait accréditer la thèse d'une discrimination de la part des policiers blancs. Par contre, il note que plus la violence non létale augmente, moins il y a de discrimination. Fryer apporte une hypothèse sous forme économique pour expliquer ce résultat. Le coût de la petite violence est moindre que celui d'une grande violence lors de l'interpellation. Le policier risque bien moins de problèmes hiérarchiques ou judiciaires en mettant un suspect contre le mur qu'en le tasant. Et puis, il passe ensuite aux interpellations qui tournent mal et où il y a des coups de feu mortels de la part de la police. Et là, les résultats sont surprenants. Les Afro-Américains ont 23% de chances de moins que les Blancs d'être victimes de tirs policiers. À situation égale, les policiers ont 46% de chances en moins de tirer si la personne est noire. Les Blancs, proportionnellement, se font donc plus shooter par la police en situation extrême. Les officiers noirs, eux, ont plus de chances de tuer un blanc désarmé que des officiers blancs de tuer un noir désarmé. Donc, les meurtres policiers racistes de masse, aujourd'hui, relèvent du fantasme et du discours politique. Des associations comme Black Lives Matter n'ont donc pas de raison d'exister. D'ailleurs, en conclusion, Fryer apporte un conseil pas très politiquement correct. Il conseille à Black Lives Matter et consorts, plutôt que de se focaliser sur les comportements de la police, à s'interroger sur les comportements de la communauté noire. Alors pourquoi nous sert-on ce discours sur les violences policières, alors que globalement, les bavures, si elles existent, sont ultra minoritaires? Eh bien tout d'abord, ce discours trouve une résonance dans l'histoire récente des États-Unis. Effectivement, même après les mouvements pour les droits civiques, longtemps la police a eu des comportements racistes. Et puis surtout, la gauche aux États-Unis, à partir des années 60, a remplacé la question sociale par la question raciale. Par exemple, en 1965, Patrick Moynihan, un sociologue, avait remis un rapport au président de l'époque où il expliquait que le problème de la communauté noire était la dislocation des familles qu'engendrait la pauvreté. Les familles y sont souvent monoparentales, avec une mère qui doit à la fois éduquer ses enfants et travailler pour subvenir à leurs besoins. Moynihan expliquait qu'il fallait redonner du travail aux hommes noirs pour leur redonner leur dignité et leur statut de pater familias, et ainsi stabiliser les familles. Aujourd'hui, on le sait, les familles monoparentales pauvres, effectivement, génèrent plus de délinquance que les familles biparentales. Mais à l'époque, tout le monde a crié au racisme et parfois aussi au sexisme. Résultat, le rapport a été enterré au profit de politiques de discrimination positive. Et 50 ans après, la situation de la communauté noire n'a pas évolué, et dans les États démocrates, on l'a vu, la police n'est pas forcément moins violente. Les violences des policiers blancs dans les petits actes de maintien de l'ordre peuvent aussi cacher une autre réalité que le racisme, la violence endémique dans la communauté noire. Le gangsta rap, ce n'est pas qu'une imagerie. Dans les années 90, une partie des rappeurs afro-américains est tombée sous les balles lors de règlements de compte. Les premiers tueurs de noirs, ce sont les noirs. En 2015, 2000 blacks ont été tués par des blacks. Il faut aussi savoir qu'en 2016, 64 policiers ont été tués par balle, dont 21 tombés dans des embuscades. Dans ce contexte, un policier blanc qui tue un enfant afro-américain de 10 ans qui avait un pistolet en plastique, au risque de choquer, ça peut être, mais ce n'est pas forcément une bavure. Et au final, le discours victimaire permet à la fois d'attirer le vote noir à gauche, de jouer sur la culpabilité raciale des blancs, et évite d'aborder ces problèmes internes à la communauté noire, le tout sans avoir à parler de social. Aujourd'hui, ce genre de stratégie consistant à renvoyer tout problème à une question raciale émerge aussi à gauche en France. Il serait dommage de se priver de l'expérience américaine, alors sachez-le, d'un point de vue de l'action publique et politique, c'est une impasse. Ces discours qui mélangent classe et race dans un globi-boulga absolument victimaire sont certes un bon filon électoral, mais ne règlent aucun problème sur le terrain. On l'a vu, les États démocrates ne sont pas forcément moins violents envers la communauté noire que les États républicains. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine!